Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous raconte l'histoire passionnante et mouvementée du Bitcoin, des blockchains et de la décentralisation numérique. Dans ce podcast, nous vous expliquons simplement en quoi cette révolution est économique, politique et surtout philosophique. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Delerme, le directeur du programme blockchain chez Carrefour. Depuis mars, le géant de la distribution fait beaucoup parler de lui avec sa blockchain du poulet. Avec un simple smartphone, le client peut vérifier en magasin toutes les étapes qui ont mené la volaille jusque dans les étalages. Certains, et surtout Carrefour, assurent que ça va révolutionner la traçabilité alimentaire. D'autres, un peu plus sceptiques, estiment que le groupe privilégie une approche marketing et que sa blockchain du poulet ne change au final pas grand-chose. Comme souvent, la vérité se trouve probablement au milieu et nous allons voir avec Emmanuel Delerme comment son système fonctionne. Et surtout, ce qu'il apporte à sa cible finale, le sacro-saint consommateur qui lui ne demande qu'une chose, savoir ce qu'il mange. Emmanuel Delerme nous parlera également de l'adhésion de Carrefour au programme IBM Food Trust, dont l'ambition n'est ni plus ni moins que de créer un standard mondial de traçabilité alimentaire. Le tout rendu possible par un mot fourre-tout et il faut dire assez bankable en ce moment, la blockchain. Bonjour Emmanuel Delerme. Bonjour. Alors Carrefour a fait beaucoup parler en mars lorsque vous avez présenté un système de traçabilité blockchain pour que les clients puissent vérifier l'origine de certains poulets vendus sous le label filière qualité Carrefour, c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors on va expliquer brièvement en quoi ça consiste. Grâce à leur smartphone, les clients peuvent scanner un QR code et profiter de toutes sortes d'informations. Alors lesquelles en particulier ? Des informations sur la première, c'est l'origine des produits. Je prends un poulet filière qualité Carrefour d'Auvergne, fermier. Je vais pouvoir vérifier qu'il est d'où en Auvergne, il est vraiment auvergnat, il est vraiment fermier. Et puis après, on dit des choses sur les packaging, mais sur un packaging de poulet, sur un écrin, vous voulez montrer le produit, donc vous n'avez pas trop de place. Et du coup, quand on dit ce produit est sans antibiotiques, on ne va pas rajouter des petits astérisques pour dire prouvé par et machin. Et donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait aller plus loin avec une technologie type smartphone, un rendu sur smartphone, en utilisant un peu le smartphone comme du packaging augmenté, de la traçabilité augmentée, et puis du coup, on en est arrivé assez vite à la blockchain. D'accord, et vous avez étendu ce programme à d'autres produits, Alors, on a fait des tomates que vous ne trouverez pas en ce moment en hiver dans nos rayons. Pourquoi ? Parce que c'est plus la saison. C'est des tomates de pleine terre sans herbicide, donc il faut un peu de chaleur raisonnablement pour que ça pousse. Des œufs. Les œufs filière qualité Carrefour sont blockchainés depuis fin août. On a fait le poulet en Italie et puis on vient de démarrer le pomelo chinois qui est déjà vendu en Chine. Et qui sera importé. On va en importer un certain nombre de containers pour les consommateurs français à partir de début décembre. D'accord. Vous nous avez montré juste avant de démarrer l'enregistrement comment ça fonctionnait. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment ce qu'on voit sur le smartphone quand on scanne le QR code de ce pomelo chinois ? Alors, ce qu'on voit sur le QR code, à travers le QR code et ce qu'on voit sur son smartphone, c'est d'abord ce que c'est qu'un pomelo, parce que les Chinois savent, nous un peu moins. On a un peu ce moins qui était mon cas. Le pomelo, c'est un gros pamplemousse avec une peau épaisse qui est peu juteux, donc on s'en met pas plein les doigts. Une des premières choses qu'on voit, c'est donc la variété et c'est son origine. Parce que le pomelo chinois, la Chine, c'est grand. On a des compétences en géographie chinoise qui, pour ce qui me concerne, sont assez limitées. Et du coup, on a mis une carte. On a tous l'habitude de faire maintenant, de pincher sur une carte, d'agrandir, de zoomer, de bouger, etc. Donc, on a intégré une carte avec une petite localisation de la parcelle sur laquelle votre pamplemousse, votre pomelo chinois a poussé. Vous avez l'agriculteur qui l'a récolté, qui l'a élevé, qui l'a récolté. Il y a même une photo de l'agriculteur. Il y a une photo de l'agriculteur parce que, comme on dit souvent, alors je ne sais pas si c'est bon pour tous les médias, mais une image vaut 1000 mots au moins. Donc on a mis des images, on a mis parfois des vidéos comme sur le poulet. Parce qu'on pense que c'est important aussi de reconnecter les gens à la façon dont sont faits les produits et aux endroits d'où ils viennent.
Voilà, on avait envie d'illustrer. D'accord. Alors, ce programme a permis au grand public de découvrir le concept de la blockchain, mais il faut préciser une chose, la blockchain en tant que telle ne permet pas de résoudre la question de la traçabilité. Si quelqu'un inscrit une information fausse dedans, par exemple que le poulet est nourri sans OGM alors que c'est pas le cas, cela restera et le client sera potentiellement trompé. Qu'est-ce qui garantit que les informations inscrites dans votre blockchain sont exactes ? D'abord, ce qu'il garantit, c'est tout le travail qu'on fait depuis 26 ans sur nos filières qualité et sur le partenariat qu'on fait avec les producteurs et les transformateurs, parce qu'un poulet, c'est aussi abattu, c'est pas l'éleveur qui s'en occupe, c'est un abattoir certifié, normé, etc. Et donc, du coup, en fait, tout ce travail de traçabilité, on n'y a pas touché. Il existait préalablement à la blockchain, il continuera à exister et on continue à faire le même nombre d'analyses et c'est des dizaines de milliers d'analyses par an sur tous nos produits. Ce que permet la blockchain, c'est de partager des informations qu'on ne partageait pas forcément avant. Sur les œufs, typiquement, vous avez la photographie de la vétérinaire de la filière qui s'engage quelque part. Mettant sa photo, elle s'engage. Elle s'engageait déjà avant. Mais là, elle s'engage, elle se montre, elle participe. Et je dirais que ça rejoint, et c'est pour ça qu'on a choisi la blockchain en tant que technologie, ça rejoint le côté communautaire de la blockchain. Et c'est pour ça qu'on l'a fait sur des produits dits filières, qui chez nous sont des produits un peu communautaires de production et d'éleveurs. Et qu'est-ce qui se passera si un jour, en fait, un client a scanné son produit et qu'en fait, il s'aperçoit après qu'il y a eu une faille et qu'une information est fausse, est-ce que ça ne va pas poser un problème pour la poursuite de votre programme ? Alors, les informations, ça c'est aussi un des intérêts de la blockchain qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est les smart contracts ou les chain codes, comme on dit dans Hyperledger. C'est cette capacité que vous avez à faire tourner des petits bouts de code à chaque fois que vous ingérez une information. On se sert, nous, de ça pour aussi aider à la fois à digitaliser les filières, c'est-à-dire qu'on arrête de faire de la traçabilité papier et on essaye de faire en sorte que la traçabilité soit événementielle et numérisée ou digitalisée le plus possible. Ça permet aussi de faire des petits contrôles. Alors, c'est des contrôles parfois tout bêtes, c'est des contrôles de date, c'est des contrôles de données, c'est des contrôles de cohérence. Je ne peux pas avoir plus de poulets à l'abattoir que j'en avais à l'arrivée dans le couvoir ou à l'arrivée dans le poulailler. Je ne peux pas avoir plus de, un plant de tomates, il ne va pas me donner plus de, je vais peut-être dire une bêtise, mais plus de 20 kilos de tomates. Et donc, du coup, on fait des contrôles comme ça de cohérence qu'on essaye de rendre un peu intelligent et pour le bien de tout le monde en disant essayons de prévenir tout souci qu'il pourrait y avoir de cohérence de données. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que c'est très important pour nous. La blockchain fonctionne sans hégémonie. Il n'y a pas d'acteur hégémonique dans une blockchain et Carrefour n'est pas plus hégémonique dans sa blockchain que ne le sera demain Nestlé sur sa purée mousseline. Vis-à-vis de ses agriculteurs. L'idée, c'est aussi... Vous agissez quand même comme une autorité centrale dominante. Non, on n'est pas une autorité, on est les gens qui ont permis de collecter mais c'est un exemple comme un autre, mais si le céréalier demain veut héberger une copie du Ledger, il peut sans problème, et même on le facilite. Donc on ne se voit pas comme étant le seul dépositaire du ledger ou du registre, surtout pas. Ce qu'on a écrit dans la charte qui est important pour nous et qui est important également pour IBM, on s'est retrouvé aussi sur cette philosophie-là, c'est chacun est responsable et propriétaire des données qu'il met dans la blockchain. C'est très important. En ces temps où beaucoup parlent de big data, etc., nous, on tenait vraiment à ce que ça soit un principe très fort parce que c'est le principe de la traçabilité de départ. C'est celui qui, éventuellement, omettrait, cacherait, changerait une donnée est responsable de l'avoir fait. Et là-dessus, en 26 ans de filière, on connaît les producteurs. Quand on dit on connaît les producteurs, c'est pas juste un producteur de pommes de terre. Non, c'est 18 000 producteurs en France. Donc le monde agricole, on le connaît un peu. Et au cas où c'est relativement improbable sur ce type de produit, mais on peut jamais, puisque c'est des produits frais, on peut jamais complètement occulter une crise sanitaire sur un produit. Vous imaginez le gain qu'on fait
en repérage instantanément de la traçabilité. Nous, on a déjà fait tout le travail de collecte et de mise en organisation de ces données. Donc on ira très très vite en cas de crise sanitaire. Nous, on est là pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Mais malheureusement, il y en a de temps en temps. Pourquoi vous avez choisi une technologie blockchain plutôt qu'une base de données distribuées classique? C'est pour le côté infalsifiable? Il y a le côté infalsifiable, il y a le côté, la blockchain n'est pas tellement une base de données. Bien sûr, techniquement, c'est une base de données. Des informations plutôt que des données. C'est des informations événementielles qu'on vient tracer finalement et mettre bout à bout, pas forcément d'ailleurs dans l'ordre, ce qui est un des intérêts de la blockchain. En fait, on s'est servi de la blockchain comme une plateforme de collaboration pour être capable de rassembler des éléments de traçabilité et de les mettre à disposition du public et de nos consommateurs. C'est vraiment ça l'intérêt de la blockchain. Et puis le côté distribué, le côté sécurité, infalsifiable, etc. nous plaisait beaucoup. Et étonnamment, on a parfois une image un peu passéiste du monde agricole qui est assez féru de technologie, les agriculteurs, ils sont comme vous et nous, ils ont des smartphones qui sont vraiment intelligents, ils s'en servent beaucoup, ils ont des abonnements météo qui sont bien plus sophistiqués que les miens, et du coup, ils sont assez réceptifs à un discours de technologie parce qu'ils la vivent aussi au quotidien, hein. Le tracteur d'aujourd'hui, il embarque beaucoup plus de technologie que le Massey Ferguson des années 50. Hein. Qu'est-ce que vous répondez à ces spécialistes qui dénoncent une approche marketing de Carrefour là-dedans, dans le sens où on n'aurait pas besoin d'une blockchain pour faire tout ça? Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, on n'a pas eu l'occasion d'échanger en direct avec eux, ni de leur montrer finalement ce qu'on avait fait, parce qu'il faut se méfier de ça aussi, il faut venir voir comment ça tourne. Nous, on ne l'a pas fait pour faire du marketing. On a même fait en mode vraiment commando, complètement souterrain, et c'était pas du tout lié à... Enfin, c'était vraiment quelque chose sur lequel le besoin de départ, c'était de dire, parlons de nos filières, parlons des gens qu'on met autour d'une table, des 5 personnes qui ont signé la charte de la filière poulet. Les 5, c'est le vétérinaire, c'est le céréalier qui fournit les céréales, c'est les agriculteurs et les producteurs de poulets, les éleveurs de poulets, c'est l'abattoir et c'est Carrefour. Nous, on a discuté avec eux. On n'est pas venu et on n'a pas dit il faut le faire. On a dit et si on le faisait? Et on leur a expliqué la blockchain, on leur a expliqué pourquoi on avait envie de le faire, on a expliqué l'idée du partage. Et l'idée du partage de l'information est assez importante en blockchain. Enfin, à la fois, je suis transparent et je partage. Et puis, je sécurise. Je sécurise, ça ne veut pas dire je crypte tout. Ça veut dire que d'abord, je distribue l'information. Et puis, deuxièmement, je la rends accessible du consommateur. Mais on peut qu'adhérer à ça. Enfin, je pense que... Et c'était vraiment notre envie, c'était de montrer qu'on n'est pas juste un distributeur sur un certain nombre de produits, et ils sont plus nombreux qu'on ne croit. On est aussi des gens qui passons, alors pas forcément moi, mais il y a des gens chez Carrefour qui passent du temps sur le terrain avec des producteurs de pommes, avec des producteurs de fraises, avec des producteurs de saumon, et qui savent parler des pratiques, qui savent parler d'agroécologie, qui savent porter un certain nombre de messages sur le sans antibiotiques, typiquement on l'a fait avec des vétérinaires, mais qui sont engagés. Et je pense que ce qu'on voulait, c'était témoigner de cet engagement-là, et surtout pas que de Carrefour, mais des filières. Donc ça ne règle pas la question de la traçabilité, c'est plutôt une politique de transparence par rapport à votre politique de traçabilité. Il y a un côté transparence et communautaire qui est très profond dans la blockchain et qu'on a continué à utiliser, parce qu'on le respecte infiniment. Et je pense qu'il y a un côté incitation positive. C'est-à-dire que quand nous venons expliquer sur le terrain à des producteurs qu'on va mettre leurs informations dans quelque chose qui est immutable, comme on dit en blockchain, c'est-à-dire qui ne changera plus d'état, et que les données elles sont inscrites telles qu'ils les ont mises à jamais, il ne faut peut-être pas exagérer, mais pour un certain temps et une certaine valeur, et ben ça les responsabilise beaucoup, et du coup c'est l'incitation positive. Je sais que si je fais une faute ou si je fais une erreur de bonne foi, même si je peux la corriger après par une deuxième écriture, ça se verra. Donc je vais vraiment croiser mes données et les vérifier avant de les rentrer.
Et il faut dire une chose, il n'y a pas une blockchain, il y a des blockchains fonctionnant chacune avec des caractéristiques différentes. Celle de Bitcoin, la toute première, repose sur un protocole fonctionnant sans autorité centrale. C'est-à-dire que les différents ordinateurs du réseau vérifient les transactions à la place d'une banque. C'est ça qui est révolutionnaire dans Bitcoin. Alors vous, le protocole que vous avez choisi, c'est Hyperledger, un projet open source soutenu en grande partie par IBM. Comment fonctionne-t-il et pourquoi il est mieux qu'un autre, selon vous ? Alors, je prendrai surtout pas la place de spécialiste de blockchain et de technologie blockchain. Ce que je peux simplement en dire, c'est que le Bitcoin, en fait, l'autorité, elle est celle du réseau. Finalement, il n'y a pas d'autorité centrale parce que le réseau lui-même fait son autorité dans la blockchain. Et du coup, les algorithmes de preuve ou quand on met une nouvelle information dans Bitcoin sont des algorithmes qui sont la blockchain 1.0, je dirais. Ce qu'on a expérimenté avec d'abord Ethereum, puisqu'on a commencé avec ça, puis maintenant Hyperledger. C'était une version privée d'Ethereum, oui, au début. Enfin, c'était la version open source qu'on a fait tourner, mais c'est toujours, nous, on travaille que sur un consortium privé, une blockchain privée. Bien sûr. Et donc, du coup, ce qu'on a vu arriver avec Ethereum et Hyperledger, c'est d'abord des meilleurs temps de réponse. Au départ, il nous fallait 10 à 15 secondes dans Ethereum pour intégrer des nouvelles données. Aujourd'hui, dans Hyperledger, on ne regarde même plus combien de temps ça met. C'est le fait de travailler sur des protocoles de consensus, comme on dit en blockchain, qui sont un peu différents, et notamment du fault tolerance, du Byzantine fault tolerance, de la preuve de travail et pas de la preuve comme on en avait. Enfin, tout le travail sur les consensus dans Bitcoin est finalement déjà un peu ancien. Sur un consortium privé, nous, on peut se permettre d'avoir des protocoles d'intégration de données et de preuves de travail qui sont un peu plus évolués et beaucoup moins consommateurs en ressources et en temps de machine. D'accord. Et vous avez annoncé début octobre que vous rejoigniez le réseau mondial IBM Food Trust, donc une plateforme blockchain qui doit permettre aux distributeurs, fournisseurs, producteurs et industriels de l'agroalimentaire, de tracer plus efficacement les produits proposés en magasin en remontant toute une filière. Alors Walmart, Unilever, Nestlé l'utilisent déjà. Comment ça va fonctionner exactement ? Je me mets surtout du point de vue du consommateur. Alors, ce réseau, cette initiative IBM Food Trust, elle a été lancée en 2016, fin 2016, par notamment IBM et Walmart. Et elle correspondait à une demande qui est très forte du consommateur américain sur de la traçabilité alimentaire, qui est sans doute moins forte, moins régulée, qu'on ne peut la connaître en Europe et dans nos pays. Et donc, ce que IBM nous a approché quand on a commencé à parler blockchain, en disant tiens, nous on fait quelque chose avec d'autres grands distributeurs, avec d'autres grandes marques. Nous on avait souhaité se faire notre propre expérience et ce qui étonne parfois, c'est en fait la blockchain Carrefour a été développée en interne avec des experts internes. Ce qui prouve que c'est pas non plus, c'est l'intérêt de l'open source, c'est que c'est pas des technologies très complexes à faire tourner. Il y a des choses complexes, mais on a suffisamment d'expertise pour les traiter. Et du coup, on avait dit à IBM, ça nous intéresse de faire nos propres expériences et nos propres échecs, nos propres erreurs. Et puis après, on reviendra. Et on est revenu notamment parce qu'on s'est mis à la place de nos fournisseurs de la grande distribution, que sont des Nestlé, que sont des Danone, que sont des Unilever. Imaginez que dans 5 ans, on fasse de la traçabilité à grande échelle par la blockchain. Nestlé, il ne va pas faire la traçabilité de sa purée mousseline ou ses petits pots pour bébé dans une blockchain avec Walmart, dans une autre blockchain avec Carrefour, et puis dans une troisième blockchain avec Alibaba ou avec Geely ou avec Seven Fresh en Chine. Et donc on s'est dit, l'idée d'avoir non pas un consensus, mais une alliance mondiale qui porte un standard mondial de traçabilité alimentaire est intéressante. Ce que IBM nous a proposé, c'est finalement d'être le seul distributeur européen qui est au bord de cette alliance, et avec Nestlé on est les 2 Européens à bord de ce partenariat, et on a vraiment à cœur d'en faire profiter les consommateurs, pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Je pense que le besoin de traçabilité et de reconnaissance des produits et de l'origine des produits que j'achète et des niveaux de qualité et de sécurité que je peux en attendre
c'est pas quelque chose qui est européen, américain, non, c'est quelque chose qui est mondial, et qui est plus ou moins mûr dans les pays, mais qui est mondial. Enfin, le consommateur américain, il n'est pas très différent du consommateur parisien, milanais ou de Shanghai. Et pour rester sur le programme IBM Food Trust, comment ça va se matérialiser pour le consommateur ? Est-ce que va y avoir à nouveau des QR codes qui vont arriver sur les produits ou c'est censé rester en interne ? Alors, l'idée, il y a plusieurs niveaux de traçabilité, mais quand on va attaquer, moi j'ai vu des choses qui se font aux États-Unis dans IBM Food Trust. Nestlé, par exemple, retrace la provenance de ses mangues dans sa purée de mangue pour bébé, vendue dans les magasins Walmart. Ils sont capables de remonter jusqu'à la coopérative à laquelle ils ont acheté leurs mangues et jusqu'au producteur chez lequel ils ont acheté les mangues ce jour-là. En fait, on va descendre les chaînes ou on va les remonter, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais vu du consommateur, on les remonte. Vu des fabricants, on va les descendre. L'important, c'est qu'à un moment donné, on arrive à mailler tout ça. Et je pense que si le consommateur, et il est particulièrement sensible sur certains produits, si le consommateur veut remonter jusqu'à très haut, il le pourra. Est-ce qu'on voit actuellement les prémices d'un réseau international de traçabilité ? Je pense que sous l'égide à la fois de distributeurs internationaux, et je pense à Walmart, je pense à Carrefour, je pense que les Chinois vont rapidement s'y mettre aussi parce qu'ils sont très innovants en retail. Et puis sous l'influence et sous la poussée aussi pas de distributeurs, mais de fabricants pour la grande distribution et de grandes marques, ce qu'on appelle les marques nationales qui sont internationales en fait. Je pense à Nestlé, je pense à Golden State Food, je pense à Tyson Food qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros producteur de bœuf aux États-Unis. Je pense à Danone, je pense à Unilever. Tous ces gens-là sont en train de dire mais on ne va pas regarder le consommateur français différemment du consommateur belge ou différent, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui... Les derniers chiffres, c'est à peu près 75% des consommateurs, ils ont besoin d'avoir confiance dans le produit qu'ils achètent, surtout en alimentaire. Et on sait qu'à peu près 45% pour 45 ou 50% des consommateurs, c'est important qu'il soit local. Nous, l'idée, on le fait typiquement sur le poulet, c'est de dire on a un poulet en Italie qui vient d'Italie et on est capable de le blockchainer et de le tracer. On a un poulet en France, on est capable de le tracer. On a un poulet en Belgique, on est capable de le tracer. C'est la même matrice, mais c'est pas les mêmes données ni les mêmes producteurs. Et donc du coup, pour la mousseline ou pour le Nutella ou il est évident que Ferrero va communiquer sur d'où viennent ses noisettes, d'où vient son chocolat, comme Nestlé communiquera sur son café, etc. Et là, oui, on a des produits mondiaux, on a des exigences de consommateurs mondiales, donc on aura des outils qui seront internationaux de traçabilité. Peut-être pas sur tous les produits, mais en tout cas sur un certain nombre de produits, et notamment des produits transformés, l'exigence sera forte. Merci beaucoup Emmanuel Delerme. Je vous en prie. Merci beaucoup à Emmanuel Delerme pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver toutes leurs références dans la description et nos précédents épisodes sur SoundCloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!